Bonjour, c'est Stéphane, votre ingénieur consultant en système d'information. Bonjour, c'est RLP Business. Bonjour et bienvenue sur RLP Business pour un nouveau direct sur 102.3 depuis nos studios à Coulommiers-Chamiers. RLP Business, nous allons parler d'économie, d'entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler de coaching, nous allons parler d'équitation, nous allons parler d'équi-coaching avec Claude Lheureux qui est avec nous aujourd'hui. Claude, bonjour, vous allez bien ? Bonjour, merci, oui, très bien. Alors, on en parle après les actualités de la semaine. Ne bougez pas, c'est juste après ça. Les actualités. Alors en France, les métiers du coaching et de l'équitation prospèrent. La quête du bien-être, de performance, de loisirs. L'équitation, troisième sport français avec 700 000 licenciés, génère 11 milliards d'euros et emploie 65 000 personnes. Nous avons 9 500 centres équestres qui produisent 555 millions d'euros. Avec les courses hippiques au PMU qui pèsent lourd. Nous exportons des chevaux. Les chevaux ont des coûts élevés et les métiers équestres, réglementés par le BPJEPS, emploient 114 000 personnes, dont 25% de moniteurs. Premier secteur. Deuxième secteur, le marché du coaching, estimé à 750 millions d'euros en 2024, croît de 12% par an. Il y a de plus en plus de coachs. Le coaching professionnel, publicité par 70% de cadres et de jeunes talents, répond à un besoin d'agilité dans un monde incertain. Les entreprises investissent massivement, 86% notent une hausse de productivité. Le coaching sportif en ligne, boosté par des plateformes comme TrendMe, s'inscrit dans un marché du fitness, on en avait parlé ici notamment, et 58% des Français privilégient le sport libre. Mais l'absence de régulation du terme coach pose problème, 53% des Français le confondent avec du conseil, et seuls 4 000 à 20 000 des 100 000 coachs sont vraiment certifiés. Alors, coaching, équitation, équi-coaching, c'est le métier de Claude Lheureux. Moi, j'avais envie de lui demander, il a trouvé un secteur de niche, il a faire du coaching, c'est porteur, c'est ça la solution ? C'est une des solutions, oui. Ce n'est pas la solution, mais c'est une des solutions, bien sûr. Pourquoi ? Pour moi, ça va beaucoup plus rapidement qu'une séance de coaching simple. D'accord. Parce que le cheval ne me laisse pas le temps de réfléchir. À une époque, on envoyait les employés faire du saut en parachute ou à l'élastique, un truc comme ça. Et là, maintenant, on les envoie faire du cheval en même temps. Une boîte de France, une grosse boîte de France a envoyé ses managers et ses équipes faire de la rando à cheval, en bivouac sous tente, pour souder les équipes. Il fallait par tous les temps. Chez une grande amie à moi, dans le Tarn. D'accord. Elle a fait ça pendant quelques années quand même. L'équitation comme outil de formation, de management. Alors l'équitation comme outil de formation et de management, l'équitation je suis pas sûr, mais le travail à pied avec le cheval tel que l'équi-coaching, l'équithérapie, mais c'est un secteur un peu différent, on peut en parler, mais en équi-coaching, oui, on travaille que à pied, je fais monter personne. Non, je veux dire par là, vous apprenez aux gens à gérer leurs émotions, à gérer les autres. C'est du management quelque part. Donc quelque part, c'est de l'école pour management. Vous travaillez, vous renforcez, vous créez, vous vous occupez en fait des managers de maintenant ou en devenir via l'outil du cheval, c'est ça ? C'est ça, c'est ce qu'on peut appeler le soft skill. Développement, de développer ça. D'accord, très bien. Eh ben, on en parle tout de suite. C'est l'invité de la semaine, c'est Claude Lheureux. Ne bougez pas, c'est juste après ça. L'invité de la semaine. Claude Lheureux avec Stéphane sur RLP pour cette émission. Alors, Claude, vous êtes belge ? Oui, une fois. Oui, une fois, tout à fait. Moi, j'aime beaucoup la Belgique. J'ai beaucoup d'amis qui sont là-bas. Ce sont des gens qui sont très intègres et très fidèles. J'aime beaucoup. Et en plus, vous avez un parcours super intéressant parce que vous avez voyagé, vous avez entrepris dans plusieurs pays. Allez, expliquez-nous rapidement, là, qui est Claude Lheureux et comment devient-on Claude Lheureux aujourd'hui ? Alors, rapidement, Claude Lheureux, il a commencé à travailler à 14 ans. Il rêvait d'ouvrir un restaurant. Il a ouvert un restaurant à 21 ans. Il a très bien fait. Ensuite, il a... Ça s'est bien terminé ?
Oui, oui. D'accord. Après, il a ouvert conjointement une société d'import-export avec une compagne en textile pour la grande distribution. En Belgique aussi? En Belgique aussi, pendant près de 10 ans. D'accord. Après ça, il est parti vivre sur une île, des Baléares. J'ai toujours voulu faire ça, moi. Voilà, pendant 10 ans. C'était pas votre île à vous, mais c'était une île. Non, c'était une île. C'était pas mon île. Ça ne m'appartient pas. D'accord. Malheureusement ou heureusement, j'en sais Je sais pas. En tout cas, pas encore. En tout cas, voilà. Et c'était une belle expérience, 10 années où j'ai rencontré aussi... j'avais déjà rencontré en Belgique à l'époque la médecine chinoise et ainsi de suite. Et donc, c'est là que je commence un parcours en développement personnel pour moi et très intéressant. Dans la même occasion, dans le même temps, je veux dire, je pars 1 an en Bulgarie pour monter comme consultant pour monter une entreprise de transformation de viande de volaille dans l'agroalimentaire. Et puis j'ai été pourvu au Brésil aussi, voilà, parce qu'en Bulgarie il n'y avait pas de poules, il n'y a pas d'élevage. Vous avez fait des poules au Brésil? Non, au Brésil. Il y a les élevages et c'est un des plus grands, c'est le pays le plus grand exportateur de viande de volaille. C'est gigantesque, le Brésil, c'est quasiment un continent. Voilà. Donc vous fournissiez au Brésil? La société se fournissait au Brésil et ils exportaient ils importaient en Belgique et là pour une question de délocalisation main-d'œuvre, ils avaient trouvé un atelier qu'il fallait tout monter en Bulgarie. Dans un des plus grands centres de froid de la Bulgarie à l'époque, ça a été construit par les Américains du temps des Russes. C'était à Plovdiv. D'accord. Voilà. Et c'est une base de froid qui fait faire à peu près 15 000 mètres carrés. On pouvait rentrer tout McCain d'un coup. Ah bon, on en met des poulets, là. Nous, on n'avait qu'un petit bout, hein. D'accord, ok. Voilà, on n'avait qu'un tout petit bout. Voilà, j'ai tout monté. Après, il m'avait demandé de faire une étude de marché sur sur les éleveurs en Bulgarie. Il se fait qu'en Bulgarie, à l'époque, il n'y avait pas d'éleveurs de poules. D'accord. Donc, ils ont continué à faire venir les poules du Brésil. Et on décongelait, on cuisait, on désossait et on réemballait, on recongelait et ça repartait en Belgique pour d'autres transformations. Donc il reste pas grand chose de la valeur du poulet après, hein. Oui, beaucoup d'intermédiaires, oui. Voilà. Donc là déjà, on est en quelle année grosso modo là? Là on est en 92 je crois à peu près. 80. Ok. Donc là ce qui est intéressant de voir c'est que quand même vous créez une société en Belgique, vous créez une société en Bulgarie, vous créez une deuxième société en Belgique, vous avez déjà une vision sur l'international avec déjà vous étiez entrepreneur. Oui. Moi, j'ai toujours été entrepreneur. En fait, je suis un autodidacte et qui supporte pas la hiérarchie. Donc, c'est très difficile pour moi. Nous sommes une grande famille. Voilà. Donc, ça vous laisse quelques difficultés de temps en temps. Hein, absolument. Mais il faut assumer, c'est tout. Voilà, on apprend à tomber, à se relever, à se ramasser. Mes parents me disaient, tu veux pas de chef, tu fais ce qu'il faut. Tu fais ce qu'il faut. Voilà, c'est tout. Exactement. Voilà. Et donc, j'ai continué à faire ce qu'il fallait. J'ai travaillé un peu dans les spas, bien-être. Et puis, je suis rentré en Belgique. De la Belgique, je suis arrivé en France en 2009, je crois, 2008-2009. Aussi pour la restauration. Voilà, c'était pour relancer une grande brasserie sur Apt à Avignon. Et ensuite, j'ai rencontré mon école de coaching parce qu'en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de coacher des adolescents, des jeunes et ainsi de suite. Et avant ça, je vais vous faire un esprit d'escalier. Oui, excusez-moi. Non, vous êtes passé par le Moyen-Orient et l'Asie. Oui, mais là, j'ai rien monté du tout. Hein. C'était mais ça fait rien, parce que ça compte dans votre personnalité, je pense. Oui. Vous avez passé combien de temps, en fait, en Asie et au Moyen-Orient? Alors, c'était environ 1 mois tous les 6 mois. D'accord. Un peu moins parfois. Parfois, c'était que des voyages de 8-10 jours. C'était du tourisme, vous n'avez pas été expatrié dans ces pays? Non, j'étais pas expatrié. C'était pas du tourisme non plus. C'était pour l'import-export. En textile, c'était professionnel en même temps. C'était professionnel. Donc vous êtes allé voir comment travaillaient les gens sur place. Oui. Mais il y a un enrichissement quand même là. Oui. C'est important de voir multiculturel. Alors, ce qu'il y avait, c'est que j'ai commencé avec le Maroc et que j'ai toujours été dans le métier du textile. Ce qui m'intéressait à moi, c'était de comprendre aussi, pas que d'aller présenter une collection à un acheteur. Ce qui était intéressant, c'était d'aller voir comment ça se passait depuis l'envoi du bouton jusqu'à la conception finale. Et puis, comment on allait tréler un conteneur, comment ça se passait, le dédouanement. La logistique. Voilà, toute la logistique. Ce qui était aussi intéressant, j'ai travaillé dans les ouvertures de lettres de crédit, comment fonctionne l'achat à l'époque, on achetait du dollar, parce que maintenant, après on peut payer, maintenant on peut payer en euros, mais à l'époque, on achetait en dollars. Donc on avait un financier qui gérait les flux du dollar pour la banque, et ainsi de suite. Donc c'était assez complexe.
comme boulot. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était d'aller à tous les postes, un peu voir ce qui se passait. Pas de rester bêtement dans la vente, parce que vous allez voir des acheteurs qui sont, je vais dire un mot qui va pas leur plaire, mais qui sont au départ beaucoup des sélectionneurs, et après qui présentent au magasin, puisque beaucoup de magasins sont des indépendants ou pas nécessairement affiliés, sauf les magasins spécialisés comme on connaît en textile. Donc, ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était qu'on ne me raconte pas, qu'on ne puisse pas me raconter des histoires venant de la... Bien sûr. Voilà. Je peux citer un exemple. J'ai eu le directeur d'une très grosse boîte dans le Nord, directeur textile, qui m'a appelé à la première guerre du Golfe pour me dire il est exclu que vous vous serviez d'excuses du blocage du canal de Panama. Les bateaux faisaient le tour à l'époque, comme d'un retard. Et moi, je lui ai répondu, on avait 3 têtes de banc, donc c'est vraiment des trucs avec des centaines de milliers de pièces, des dizaines certainement. Et je disais, si vous voulez pas les pièces, vous me le dites tout de suite. Hein. Moi, je les vends à quelqu'un d'autre parce que moi, je suis pas le capitaine du bateau. Oui. Donc, vous ne deviez pas accepter votre... Voilà. Et c'est ça qui était intéressant, c'était d'être au courant de tous les mouvements, comment ça fonctionnait. Voilà. Et j'ai assisté à des chargements et de déchargements de containers dans le port de Hong Kong, par exemple. C'était hallucinant, il y a 30 ans. Donc ça, c'est intéressant. Vous êtes allé voir et vous êtes allé travailler avec des gens qui étaient situés au Maroc, qui étaient situés à Hong Kong, qui étaient situés, vous m'avez dit, en Malaisie, c'est ça? Non. En Indonésie. En Indonésie. Et en Inde. Et en Inde, et ok. Et il m'avait dit aussi au Moyen-Orient, Bangladesh, ou je sais plus. J'ai fait un petit tour au Bangladesh. Mais c'était pas, voilà. Mais on peut voir qu'il y a des différences culturelles, et on peut voir qu'on ne manage pas les gens de la même manière. Par exemple, je sais que quand j'avais mes ingénieurs thaïlandais, je ne leur parlais pas de la même manière à mes ressources que, autrement ça marche pas. Et c'est le problème de l'outsourcing, c'est le multiculturel. C'est là que beaucoup de gens se cassent la figure lorsqu'ils font de l'international, c'est qu'ils vont commencer à parler aux gens qui sont en Inde, au Maroc et autres, comme à leurs voisins ou à leur staff, et là, ça passe pas. Ça, c'est exclu. Eh bien oui. On peut pas... moi, ce que j'ai retrouvé dans l'intérêt de travailler, c'était cette multiculture. Oui. C'est pour ça que je suis jamais resté en Belgique, parce que je trouvais ça trop étroit, en final. Oui, mais il faut savoir voir le monde, oui, bien sûr. Et que je crois que les jeunes d'aujourd'hui doivent s'ouvrir vraiment au monde pour comprendre. Les voyages forment la jeunesse. Voilà. Et c'est vrai, c'est un vrai dicton, et c'est un dicton qui s'applique. Voilà. Et donc, mais ce qui était intéressant là-dedans, c'est justement de s'adresser aux gens, avec leur système à eux, leur vie à eux, c'était de rentrer dans la population. Bien sûr. J'ai un ami qui m'a dit un jour, j'étais déjà là-dedans, je crois, je travaillais déjà. Oui. Il m'a dit, Claude, je comprends, je trouve que tu as une qualité énorme. Moi, j'ai trouvé ça étonnant. Ce qu'il m'a dit, c'est que tu peux parler à un ouvrier en salopette et à un premier ministre avec un col et une cravate. La manière dont tu vas changer, c'est hallucinant. Oui. Il l'avait vu faire avec la flexibilité. La flexibilité, et puis la gentillesse aussi pour obtenir des choses, parce qu'on n'obtient pas avec des bonbons et un bâton, on obtient avec... Mais en comprenant très souvent, en essayant de comprendre la position et apprendre quelques mots, ne fût-ce que quelques mots, même si on ne comprend pas tout faire un pas vers l'autre, bien sûr. Voilà. Apprendre le merci en chinois, apprendre le bonjour en arabe. Enfin, à l'époque, c'était l'Afrique du Nord, c'était le Maroc-Tunisie. Et puis, ce sont deux mentalités différentes, le Maroc et la Tunisie. Et c'était vraiment très intéressant de ça. Voilà. D'accord. Bon, donc là, c'est bon, on a posé le cadre de la personne. Et l'équitation. Vous avez fait du cheval, vous aimez les chevaux? Alors non, moi j'ai fait une réparation. Moi. J'avais un grand-père qui était boucher chevalin avant la guerre. Mon Dieu. Et qui était dans les courses après-guerre. D'accord. Et qui était un sosie de Jean Gabin. Ah. Voilà. Il avait les mêmes costumes pieds de poule, la même casquette. Bien, là. Voilà. Je sais pas. C'est pas ce qu'on a dit dans la famille. Voilà. Après, c'est sa vie, quoi. Oui, bon, d'accord. Et donc, non, et il faut savoir que quand j'ai commencé avec les chevaux, au début, quand j'ai rencontré le cheval pour la première fois, j'avais, à peu près 37, 38 ans, et j'étais allergique. Je faisais des allergies de peau. Oh. Et ce sont les chevaux qui m'ont guéri, en fait. Ah ouais. À vouloir travailler avec eux, je me suis désensibilisé à leur contact. D'accord. Petit à petit, j'ai travaillé sur la désensibilisation. J'étais aussi très accro aux produits laitiers, donc je me suis désensibilisé un peu aux produits laitiers. Voilà, et ça a bien fonctionné. Et aujourd'hui, j'ai un petit peu de difficulté au moment des changements de saison, mais sinon c'est tout. C'est terminé. Et qu'est-ce qui vous a donné l'idée d'aller faire de l'équi-coaching? Alors, d'abord, je me suis formé au coaching
simple et pur, le vrai coaching dans une école de coaching à Roussillon On a vu, il y a du contenu. Voilà. Après, il faut transmettre. Et à transmettre est aussi un métier. Donc, coacher, ça veut dire diriger. Vous étiez déjà manager. Vous aviez déjà une vision du monde multiculturaliste, on va dire. Après, vous avez appris à transmettre et à diriger en one-to-one, en fait. C'est ça. C'est ça. D'accord. D'abord, j'ai voulu me former parce que mon idée, c'était d'aller plus vers l'adolescent, la jeunesse. D'accord. Et donc, je me suis formé au coaching à Roussillon, dans le sud-est. D'accord. Avec une école de coaching qui s'appelle, le nom m'échappe, mais le coach c'est Gilles Guillon. Et j'ai travaillé avec lui, puis je me suis formé aussi, j'ai un master en PNL. Et en même temps, après la formation, il y avait quelque chose qui me... Richard Bandler, John Grinder, oui, PNL, le mouvement des yeux. Exactement. Et puis la CNV, Marshall, Rosenberg, avec la communication non violente, très intéressant également. Ensuite, j'ai fait une formation je viens de terminer il n'y a pas longtemps une formation en constellation familiale. Parce que je fais des constellations familiales avec les chevaux également. Sophie Doxa, un petit peu, là? Non, moi j'ai travaillé avec Emmanuel Marnet. D'accord. Qui est une élève à Éric Laudière, qui était dans le sud-est, qui est dans le sud-est aussi, et à Jodorowsky. D'accord. Ok. Et donc, l'équi-coaching. Pourquoi l'équi-coaching? Eh bien, parce que je me voyais pas travailler dans une salle et expliquer des outils ou avec un tableau blanc, un marqueur, comment on allait faire, comment vous alliez changer, vous, manager ou dans le team, comment vous alliez vous lier ensemble. Il fallait pour moi quelque chose d'autre. Un support. Et j'ai retrouvé le cheval un jour dans le sud-est. J'ai un ami qui m'a invité chez des amis. Voilà. Là, je rencontre un Espagnol qui importe des chevaux. On discute, on papote en espagnol puisque je parle espagnol. Et puis le lendemain, je suis à cheval. Avec un de ses chevaux, une de ses juments, tranquille. On fait une balade. D'accord. Et en descendant de balade, j'ai créé la première entreprise que j'ai créée, qui était Eki-Life Coaching. D'accord. Life Coaching, pourquoi? Parce que le coaching de vie, ça vient des Américains, qui ont transformé qui sont arrivés au coaching de vie. C'est très anglo-saxon, le coaching. Oui. Ouais, c'est partie des bonnes choses qu'ils nous donnent, on va dire. Ouais. C'est parti du mode du coach, dans le temps, quand on avait les voitures tirées par les chevaux, les calèches et ainsi de suite, c'était un coach qui était au-dessus. En anglais, c'est coach. D'accord. Et ça vient de là. Donc les États-Unis avaient un petit peu d'avance, quand même, comme d'habitude, sur l'Europe. Et donc, je me suis intéressé à tout ce qui se passait par là. Et je me suis formé petit à petit. D'accord. Je me suis formé, j'ai fait un module dans Epona Quest de Linda Kwanoff. Elle a une formation qui permet de vendre sa formule à elle, mais ça coûte assez cher et il faut être enseignant de la méthode. Je n'avais pas envie de devenir enseignant de la méthode parce que, comme je vous l'ai dit, je suis un autodidacte. Vous ne vouliez pas rentrer dans la franchise Non, moi je voulais plutôt. Je suis un curieux, donc j'ai fait plusieurs centres, j'ai rencontré plusieurs personnes sur mon chemin qui sont arrivées comme ça. J'ai rencontré des dresseurs de chevaux, j'ai rencontré les frères Pignon. D'ailleurs, Jean-François Pignon vient ici à Bergerac le 1er et le 2 juillet. Intéressant à rencontrer. J'ai rencontré son frère Frédéric. J'ai rencontré Isabelle Penet qui a écrit 3 bouquins et j'ai rencontré plein de gens autour du cheval et de l'équi-coaching. J'ai rencontré Claire Morin qui est une grande médiation, qui fait de l'équi-coaching, la médiation animale, et qui était une cavalière avant de très haut niveau aussi, et qui a travaillé ici, d'ailleurs en Dordogne, à un moment donné, dans son métier de cavalière, d'enseignante. Et voilà, donc encore une fois, curieux de voir et de connaître. Je n'ai jamais monté une propre structure. J'ai travaillé avec beaucoup de structures différentes, ce qui m'a permis de rencontrer pas mal de chevaux différents. Et de caractères différents. L'équi-coaching, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce que ça apporte aux gens? En quoi c'est bien? Dites-nous. Alors, c'est une pratique d'accompagnement assistée par le cheval, d'accord, qui permet, disons, un développement du potentiel individuel ou collectif. C'est beaucoup travaillé dans le cadre d'objectifs professionnels ou personnels. Un exemple, après le Covid, il y a eu beaucoup d'infirmières qui ont changé
qui ont décidé d'arrêter le métier, Oui. qui savaient pas trop ce qu'elles allaient faire. On en a viré beaucoup aussi. On en a viré. Et donc, j'ai accompagné pas mal de ces femmes pour se reconvertir. D'accord. Elles avaient déjà une idée de leur reconversion, mais bon, c'était un peu sinueux pour prendre des décisions. Le cheval vous permet pas d'être indécis. D'accord? Donc, voilà. Et donc, j'ai accompagné pas mal de ces femmes. C'est un animal qui agit comme un révélateur. Hein, et c'est un partenaire d'expérience, en fait. D'accord. D'accord. Donc, comment expliquer ça? On peut pas mentir au cheval. Moi, je dis toujours qu'à moi, vous pouvez raconter ce que vous voulez quand vous êtes face à lui. Et ça s'est vérifié tout le temps, et ça s'est vérifié il n'y a pas encore très longtemps. Parce que je crois que vous avez reçu ici Xavier Van der Hagen du BBE. Oui, Xavier, on te salue. Je voulais faire un petit coucou à la fin, effectivement. Et vous êtes un ami de Xavier d'ailleurs, Van der Hagen, oui, du oui. BBE. Hein. Et en fait, en parlant de rencontres et d'autodidacte dans la vie, un jour, je l'avais vu sur YouTube à lui. Et je me disais, il fallait que je rencontre ce mec un jour. C'est parce que ça m'intéressait, son stand-up. Et je l'ai retrouvé en rentrant dans le BBE sans savoir qu'il était là, parce que ce jour-là, il n'y était pas. D'accord. Je me suis assis à côté de lui à la brasserie à Bergerac, sans savoir, c'est en me retournant, en se regardant l'un l'autre que j'ai dit, mais moi je vous connais, je vous ai vu sur YouTube, et le gros truc qui nous a reliés, c'est qu'en fait, nous avons fait la même école de coaching. Ah, d'accord. Oui, c'est un bon point de départ. Oui, voilà. C'est un bon point de départ. Pour revenir donc à ce qu'on parlait en liquid coaching, comment devenir, il y a des conditions d'accès et tout ça aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça apporte? Très clairement, qu'est-ce que ça apporte? Pourquoi est-ce que moi, par exemple, votre offre, elle se propose, qui vient vous voir? Ce sont des particuliers, ce sont des professionnels, c'est pour qui? Ça peut être un particulier, ça peut être un professionnel, ça peut être un professionnel et son team, ça peut être un adolescent. D'accord. J'ai coaché pas mal d'adolescents. Sur le site web, on les retrouve. On retrouve pas mal de témoignages, d'ailleurs. Ça peut être des personnes en perdition, en perte de repères. On va travailler 5-6 séances minimum. Là, aujourd'hui, même, je propose plutôt des séances sur 3-6 mois. Parce que pour avoir un accompagnement qui sort, parce que 3 séances, c'est très court, en fait, en changeant de travail. Ça peut être pour un objectif, un manager qui a besoin qui se fixe un objectif. Alors nous, on travaille beaucoup sur le management consensuel, pas sur le management de rapport de force. Parce que je crois que plus on met la pression à quelqu'un, moins ça va fonctionner. Plus on lui donne un objectif et on lui fait confiance, plus ça peut fonctionner, en fait. De toute façon, comme on l'a dit en off, le cheval, il fait 500 kilos. Alors, c'est ça. S'il veut pas, si on lui dit pas comme il faut, ça va pas. Nous pouvons, voilà. C'est pour tous les gens qui croient que le contrôle existe dans la vie, en fait. Qui croient que nous contrôlons nos vies. Que nous contrôlons tout. Ou que nous contrôlons tout. Parce qu'on ne peut pas tout contrôler, bien sûr. Dans une entreprise, un entrepreneur ne peut pas tout contrôler. Bien sûr. Il a besoin de gens dans la restauration. Nous sommes très indépendants, individualistes en France. On a vraiment besoin d'apprendre à travailler collectivement, ensemble, et le cheval est un très bon support. Moi, j'aime beaucoup les chevaux pour ça. C'est que, quelque part, il y a une espèce de transmission émotionnelle, non verbale, qui se met en place, et on n'est pas en train de lui dire où mettre les pieds, où mettre... voilà, c'est vraiment... En fait, on va travailler que sur le ressenti. Oui. On va travailler que sur l'inconscient de la personne. Oui. Et c'est elle qui fait ses prises de conscience. Un coach, c'est pas un conseiller. Hein. Un coach, un bon coach va amener la personne à trouver elle-même la solution. Ouais. Et le cheval, parfois, dans les outils que je propose, il faut trouver la solution. Le management, c'est faire faire, et donc on va aller à un objectif, il faut atteindre quelque chose, et c'est avoir le moyen d'atteindre cette quelque chose. Exactement. Comment vous démarchez vos clients? Parce que maintenant, à votre compte, vous avez des clients. Qu'est-ce qui va faire que des gens vont aller voir Claude Lheureux et ses chevaux? Quel est le discours? Alors, je sais pas, en fait, un coach, c'est un peu comme un médecin. D'accord. Vous n'allez pas trouver un coach comme ça. Donc c'est du relationnel. C'est du relationnel. D'accord. Et ensuite, je crois qu'il y a la même déontologie qu'en médecine. On ne va pas parler de Pierre-Paul Jacques qui est venu chez moi, ou d'un artiste ou des choses comme ça. Je ne vais pas citer des noms, d'accord. Et pourquoi on viendrait chez moi plus que chez un autre? Ça, je crois que c'est une question de feeling.
J'ai beaucoup de gens qui m'ont trouvé par Internet, qui m'ont dit, moi, ça me parle ce que vous dites, ça me convient, ça me rassure, la façon dont vous en parlez, la façon dont vous proposez. Et je propose toujours aussi une séance de découverte. Alors je vois un magnifique site qui est très bien fait, qui est très joli, qui s'appelle claudelereux.com. Donc Claude, C-L-A-U-D-E L-H-E-U-R-E-U-X.com. Avec un nom comme ça pouvait que bien se passer. C'est quand même extraordinaire. Et on voit formation et coaching, présentation, stage, communication intuitive. Les chevaux au son des accords Toltec. Alors ceux qui connaissent les accords Toltec vont comprendre de quoi il s'agit. Je pense que vous faites les choses en harmonie avec la nature. Alors ça, c'est un stage qui n'existe plus, mais je l'ai laissé sur le site parce que c'était vraiment très parlant de voir que les accords Toltec peuvent rentrer au sein des écuries, au sein des choses comme ça, des gens, la manière dont ils se parlent, comment ils prennent les choses et ainsi de suite, quoi. Alors, le cheval, un excellent médiateur, le rôle de l'équicoach, équicoaching et vie professionnelle. Objectif de la formation, développer votre capacité d'observation, identifier la place de chacun dans le groupe, identifier le ou les leaders, distinguer domination et leadership. Très important ça, on confond très souvent les deux. Développer votre agilité émotionnelle, mais en fait, c'est du management tout ça, là. C'est que du management quelque part. C'est apprendre à savoir se positionner dans la vie, savoir dire oui, savoir dire non. C'est de la gestion de groupe. Moi, je retrouve dans votre descriptif ou de descriptif ce que je retrouve dans les livres pour managers, pour gestion de groupe, ce genre de choses. Mais il y a des livres qui ont été écrits sur l'équicoaching et le management. D'accord. Tout à fait. Ok. Et alors, ça se passe où ? Alors, ça peut se passer dans une écurie lambda. Moi, je travaille dans 2 ou 3 écuries différentes ici. D'accord. Là où on me laisse la place. En tout cas, c'est en Dordogne. C'est en Dordogne. Il faut vous le dire un peu à l'avance. Voilà. Vous faites vos réservations à tel ou tel endroit. Vous avez vos endroits où vous pouvez exercer. J'ai un endroit personnel aussi actuellement sur Saint-Michel de Villadex. Voilà. Et puis je peux travailler dans toute la France aussi. S'il faut se déplacer, je me déplace. Il suffit qu'il y ait un cheval ou des chevaux sur place. Et en fait, le cheval n'est pas la finalité, c'est un moyen de transmettre l'enseignement. Le cheval, c'est vraiment, je crois, lui l'enseignant. Je ne suis que l'humble traducteur. Bon. Je mets des mots sur l'invisible. Claude Lereux, Equicoaching, dites-moi, qu'est-ce qui vous attend? Quel est le futur de cette activité? Vous allez vous développer, faire une franchise, une marque, un bouquin? Non. Je prépare une conférence pour la fin de l'année. Avec Xavier, ça, avec je sens. Un one-man show. Un one-man show. Je crois, le titre était encore un peu flou, donc je sais pas si je dois le donner tout de suite. C'est vous qui voyez. On le répétera pas trop. On va pas trop le répéter. Tout est possible. Tout est possible. Voilà le titre. Par Claude Lereux, autodidacte. D'accord. Voilà. Je suis aussi sur une plateforme qui a été créée par Xavier, qui s'appelle mes.formation.professionnel.fr. Ce qui permet d'avoir tout ce qui est OPCO et ainsi de suite. Voilà. Donc les gens peuvent Calliope, etc. Calliope. Calliope vous finance. Ah oui, Calliope finance. D'accord, super, magnifique. Voilà, Calliope peut me financer, oui. D'accord. Voilà. Ok. Claude, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Je répète, claudelereux.com. C'était une bonne émission. Je vous dis à vous tous à la semaine prochaine. Et puis Claude, encore merci d'être venu. Merci à vous. RLP Business. RLP. Radio libre en Périgord.